Salutations! Cogito Ergo Gaia, c'est une émission qui parle d'ergonomie et d'expérience utilisateur, une expression tirée de l'anglais User Experience et que j'appellerai UX tout au long de cette vidéo. Quand on s'intéresse à ces deux terminologies et à ce qu'elles représentent, on s'aperçoit qu'elles ne sont jamais très éloignées l'une de l'autre. Pourtant, c'est dans la nature humaine de créer des liens, mais aussi de discriminer les concepts. C'est pourquoi, quand on pose la question aux praticiens de l'ergonomie et de l'UX, certains répondent que c'est grosso modo la même chose, et d'autres affirment que c'est très différent, et qu'il ne faut surtout pas faire la confusion entre les deux. Depuis que j'ai été formé à l'ergonomie, je me suis toujours demandé ce qu'était l'UX et ce qui la différenciait de l'ergonomie. Je voyais plusieurs de mes collègues ergonomes prendre le titre d'UX designer, sans trop comprendre s'il s'agissait d'une mode, si c'était légitime ou non d'utiliser ce titre lorsqu'on a une formation en ergonomie, ou encore si cela nécessitait un apprentissage ou un positionnement différent. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de prendre un peu de recul sur le sujet, de discuter avec d'autres praticiens, de lire des ouvrages orientés notamment sur la game UX, l'expérience utilisateur dans les jeux vidéo. Ce fut également l'occasion de me replonger dans ce qui définit l'ergonomie et ses applications. Pendant mes recherches, je me suis donc adonné à un véritable jeu des 7 différences entre l'ergonomie et l'UX, dont je vais tenter de vous résumer quelques points. Je ne prétends pas imposer ma vision, je fais part de mes réflexions à un instant T à partir de ce que j'ai lu ou entendu. C'est un témoignage parmi d'autres et qui est forcément subjectif et réducteur car ces deux disciplines sont incroyablement étendues et il est très difficile pour une seule personne d'en cerner les contours dans une courte vidéo. Il va vous falloir faire le tri entre les faits que j'expose et mes opinions ou mes interprétations. Comme le pensaient les druides antiques, la connaissance transmise renaît en chacun de nous, et donc subit des transformations. C'est pourquoi la figer par l'écrit était pour eux inconcevable. Figer cette connaissance à un instant T a cependant l'intérêt de laisser des traces qui nous permettent d'observer l'évolution de la pensée, et de transmettre la connaissance simultanément à beaucoup plus de personnes. Ce qui, à mon avis, ne l'empêchera pas de renaître si vous disposez d'un esprit critique affûté, ce que je vous souhaite. Je vous propose pour commencer de nous poser la question des origines possibles de l'ambiguïté entre l'UX et l'ergonomie. Ensuite, on pourra étudier différentes définitions de ces deux disciplines. Dans une troisième partie, nous pourrons aborder les objectifs de ces disciplines, puis les notions et les vocabulaires qui y sont rattachés, les connaissances et les spécialisations qui existent parmi les praticiens, les domaines d'application et les secteurs d'activité dans lesquels ils interviennent, et pour finir, nous parlerons de la nature des activités de ces praticiens. Il est très difficile de trouver des documents qui traitent directement de la question des différences entre l'ergonomie et l'UX. J'aurai quelques publications sérieuses à vous soumettre, mais j'ai d'abord eu affaire à des opinions de praticiens publiées sur des blogs ou bien dans des vidéos qui m'ont poussé vers plus de rigueur, car j'avais l'impression que les définitions étaient très caricaturales, notamment celles qu'ils faisaient de l'ergonomie. Cette difficulté à trouver des sources d'informations fiables est la première chose qui alimente l'ambiguïté entre ces deux disciplines. Est-ce parce que ces deux disciplines se ressemblent ? C'est vrai qu'elles utilisent des méthodes similaires, s'inspirant de multiples disciplines comme la psychologie ou le marketing. Est-ce le fait qu'aucun des titres d'ergonome ou d'UX designer ne soit légalement protégé ? Les praticiens balancent souvent entre les titres d'ergonome ou ergonomie HM à ceux d'UX researcher, UX designer, UX consultant, games user researcher, selon la culture des entreprises qu'ils intègrent. Est-ce un effet de mode ? L'ergonomie s'étant développée essentiellement à partir des années 50 avec la médecine du travail. Elle a peut-être une connotation datée et très liée à ses définitions antérieures. L'UX est-il devenu un buzzword, avec un goût de neuf mieux adapté aux préoccupations actuelles des concepteurs ? Sont-ce les différences linguistiques ou culturelles ? L'ergonomie de langue française, par exemple, étant comparée aux human factors et à l'UX, d'origine anglo-saxonne. Un problème qui relève de la traduction, de l'interprétation, de l'évolution des terminologies, et qui serait réducteur. De toute manière, avant de s'inquiéter de la cause, il faut bien s'assurer du fait. Est-ce que, dans ce qu'il est défini, l'ergonomie et l'UX sont différentes ? On peut trouver sur le site de la Self plusieurs définitions de l'ergonomie qui nous permettent d'observer son évolution au cours du temps. S'opposant à un écrit de Bonardel en 1947, nommé « L'adaptation de l'homme à son métier », l'adaptation de la machine à l'homme est la plus ancienne définition de l'ergonomie que nous propose le site de la Self. Elle date de 1958 et est proposée par Faverges, Leplat et Guiguet. Ces quelques mots posent un des principes fondateurs de l'ergonomie. On le retrouve dans la définition adoptée par la Self en 1970. L'ergonomie peut être définie comme l'adaptation du travail à l'homme, plus précisément comme la mise en œuvre des connaissances scientifiques relatives à l'homme, et nécessaires pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés avec le maximum de confort,
de sécurité et d'efficacité. Avec cette définition, on se rend bien compte qu'à cette époque, l'ergonomie est très liée à la notion de travail. Le confort, la sécurité et l'efficacité sont mis en avant comme indicateurs de qualité. Sautons maintenant directement à la définition la plus récente proposée en l'an 2000 par l'IEA, l'International Ergonomics Association. L'ergonomie, ou Human Factors, est la discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et les autres composantes d'un système, et la profession qui applique principes théoriques, données et méthodes en vue d'optimiser le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes. Les praticiens de l'ergonomie, les ergonomes, contribuent à la planification, la conception et l'évaluation des tâches, des emplois, des produits, des organisations, des environnements et des systèmes, en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes. Ici, on observe un élargissement et un besoin de préciser une grande quantité de notions, celles que j'ai mises en gras. On pourrait s'arrêter là, et beaucoup le font, dont le site de la SELF, et c'est dommage parce que l'IEA précise ce qui suit. Dérivé du grec ergon, qui veut dire travail, et nomos, qui signifie règle, pour signifier la science du travail, l'ergonomie est une discipline orientée vers le système, qui s'applique aujourd'hui à tous les aspects de l'activité humaine. On comprend qu'aujourd'hui, l'ergonomie ne se résume plus à l'étude du travail, mais bien à tous les aspects de l'activité humaine. C'est pourquoi, dans le premier épisode de Cogito Ergo Gaia, je vous disais cela. Cette discipline peu connue étudie l'activité, c'est-à-dire les interactions entre les personnes et leur environnement. L'ergonomie a pour but d'améliorer les conditions dans lesquelles les personnes réalisent leur activité. Continuons. Les ergonomes praticiens doivent avoir une compréhension large de l'ensemble de la discipline, prenant en compte les facteurs physiques, cognitifs, sociaux, organisationnels, environnementaux et d'autres encore. Les ergonomes travaillent souvent dans des secteurs économiques particuliers, des domaines d'application. Ces domaines d'application ne sont pas mutuellement exclusifs et évoluent constamment. De nouveaux domaines apparaissent. D'anciens domaines développent de nouvelles perspectives. Au sein de la discipline, les domaines de spécialisation constituent des compétences plus fouillées dans des attributs humains spécifiques ou dans des caractéristiques de l'interaction humaine. Il s'agit là d'une définition de l'ergonomie dite générale ou classique qui indique l'existence de spécialisations et de domaines d'application différents. L'un d'eux est abordé dans la définition que font Pierre-Henri Dejean et Michel Naël en 2004 de ce qu'ils nomment l'ergonomie du produit. L'ergonomie du produit se distingue de l'ergonomie dite générale, ergonomie du travail, en plusieurs points. Premièrement, la rationalité du contexte dans lequel s'inscrit généralement la pratique est différente. L'ergonomie des systèmes industriels et des conditions de travail s'inscrit dans une logique d'entreprise, donc de fiabilité et de productivité. L'ergonomie des produits s'inscrit dans une logique de marché et de concurrence. Deuxièmement, l'incertitude sur les évolutions des produits et de leurs usages est beaucoup plus grande que dans le cadre des situations de travail. Troisièmement, les concepts fondamentaux et les principes méthodologiques de l'ergonomie de produits appartiennent à la même famille que ceux de l'ergonomie générale. Mais leur mise en œuvre particulière enrichit la discipline en même temps qu'elle bénéficie à l'ensemble des consommateurs. Il précise ensuite que les défauts d'ergonomie impactent l'expérience de l'utilisateur. Le pont est fait, ce qui va nous permettre de passer aux nombreuses définitions dont font l'objet l'UX. Et pour cause, bien que le concept du UX soit déjà très utilisé par les professionnels, à ma connaissance, il n'existe pas de consensus scientifique clair. Il est encore en construction. C'est pourquoi c'est un ensemble de définitions que je vais considérer. La première définition est celle proposée par Don Norman et Jacob Nielsen. Don Norman, pour info, c'est le père de l'expérience utilisateur. Il a été formé initialement en génie électrique et en psychologie. Je suis allé chercher cette définition sur le site du Nielsen Norman Group, qui est la boîte de consulting qu'il a montée en 1998 avec Jacob Nielsen et Bruce Tognazini, des professionnels des interfaces homme-machine. L'expérience utilisateur inclut tous les aspects de l'interaction des utilisateurs finaux avec l'entreprise, ses services et ses produits. Encore une fois, on pourrait s'arrêter là, mais ça n'est qu'un résumé et il est intéressant de creuser plus en profondeur. La première exigence pour une expérience utilisateur exemplaire est de répondre aux besoins exacts du client, sans faire de manière ou l'ennuyer. Ensuite vient la simplicité et l'élégance, qui donnent naissance à des produits plaisants à posséder
et plaisant à utiliser. La véritable expérience utilisateur va bien au-delà du fait de donner aux clients ce qu'ils disent vouloir ou de fournir des fonctionnalités. Les notions de plaisir et d'élégance se référant à l'esthétisme sont invoquées ici au-delà de la simple réponse aux besoins. Afin que l'offre d'une entreprise parvienne à produire une expérience utilisateur de haute qualité, il doit y avoir un mélange homogène des services appartenant à de multiples disciplines, incluant l'ingénierie, le marketing, la conception graphique et industrielle, et la conception d'interface. Ici, on comprend que l'UX est l'affaire de tous dans l'entreprise, quelle que soit la profession. Il est important de distinguer l'expérience utilisateur dans son entièreté, UX, et l'interface utilisateur, UI. Une petite aparté là-dessus. L'UI, c'est créer des interfaces que l'utilisateur trouvera esthétiques, simples à utiliser, efficaces et efficientes. L'UX, c'est augmenter la satisfaction de l'utilisateur en améliorant l'utilisabilité, l'accessibilité et le plaisir à utiliser le produit. On remarque tout de suite les similitudes entre les deux. L'UI est un élément important de l'UX qui se focalise particulièrement sur l'interface et son aspect visuel. Mais ce n'est qu'une définition générale. Prenons par exemple le cas du jeu vidéo. L'UI, tel que l'a défini simplement Raph Koster, game designer ayant travaillé sur Star Wars Galaxies notamment, c'est de faire en sorte que les outils pour résoudre les problèmes dans le jeu fonctionnent bien et intuitivement, alors que l'UX, c'est guider le joueur vers les bons problèmes. On retrouve beaucoup de vidéos sur les différences entre l'UI et l'UX. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'ergonome, ce sont deux notions bien distinctes également, mais elles font tout de même partie de l'ergonomie. Tout comme l'UX englobe l'UI, car une bonne interface utilisateur participe à une bonne expérience utilisateur. Nous devrions également distinguer l'UX de l'utilisabilité. Si l'on se réfère à la définition de l'utilisabilité, il s'agit d'un indicateur de qualité d'une interface utilisateur, qui permet de savoir si le système est facile à apprendre, efficient, plaisant, etc. L'UX se positionne comme différent, ou plutôt englobant les concepts d'interface homme-machine et surtout d'utilisabilité. L'utilisabilité, c'est un terme parfois utilisé à tort comme synonyme de l'ergonomie d'un produit. L'erreur ici, c'est que l'ergonomie est désignée comme une qualité d'un produit, et non comme une discipline. On m'a souvent dit pendant ma formation d'ergonome qu'aucun produit n'était par essence ergonomique, mais que c'était la démarche utilisée pour le concevoir qu'il était. C'est également la démarche utilisée pour améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire le contexte d'utilisation des produits. Je vous renvoie à cet extrait d'une vidéo du réseau des jeunes chercheurs en ergonomie pour illustrer mon propos. Nous comprenons pourquoi un objet ne peut pas être dit ergonomique par nature, mais doit nécessairement être replacé dans la situation d'utilisation. Si on reprend l'exemple du siège ergonomique de Sophie, peut-on dire qu'il est ergonomique lorsqu'elle doit se lever tout en accélérant sa cadence pour faire face à une affluence de clients? Pour diminuer ses maux de dos, l'ergonome a étudié le travail réel de Sophie et plutôt que de modifier uniquement son siège, il propose de transformer un ensemble d'éléments de sa situation de travail. Continuons avec une autre définition proposée par Mark Hassensal, diplômé en psychologie et professeur en Ubiquitous Design, Experience and Interaction, à l'université de Siegen en Allemagne. L'UX est une conséquence de l'état interne d'un utilisateur, prédisposition, attente, besoin, motivation, humeur, etc., des caractéristiques du système conçu, par exemple la complexité, les objectifs, l'utilisabilité, les fonctionnalités, etc., et du contexte de l'environnement, dans lequel l'interaction a lieu. Par exemple, le contexte organisationnel social, sens de l'activité, caractère volontaire de l'usage, etc. On retrouve ici une définition assez neutre, qui spécifie les facteurs impliqués dans l'UX et regroupés en 3 grandes catégories. L'état interne de l'utilisateur, les caractéristiques du système et celles du contexte d'utilisation. C'est une définition qui décrit l'UX comme une conséquence, comme on l'a vu à la fin de la définition de Dejean, les défauts d'ergonomie impactent l'UX. On comprend bien que la manière d'agir sur l'UX est plutôt d'agir sur les caractéristiques du système et de bien connaître l'état interne de l'utilisateur et le contexte pour donner une expérience positive. Célia Audan, docteur en psychologie, ex-directrice de l'UX chez Epic Games et aujourd'hui consultante en Game UX, définit l'UX comme étant une discipline étudiant comment l'utilisateur final interagit avec un produit
et les émotions et comportements induits par cette interaction. Pour ce faire, le praticien utilise des connaissances issues des sciences cognitives et des méthodologies de recherche. Ici, on voit que l'accent est mis sur le côté scientifique de l'évaluation, entre autres, des émotions induites par l'interaction avec le produit. L'UX est bien scientifique, comme l'ergonomie. Une autre définition. L'UX est l'ensemble des affects révélés par l'interaction entre un utilisateur et un produit, y compris le degré selon lequel tous nos sens sont satisfaits, expérience esthétique, les significations que nous attachons à ce produit, expérience du sens, et les sentiments et émotions mis à jour, expérience émotionnelle. Ici, l'UX est défini par son côté purement émotionnel, puis découpé en trois. L'expérience esthétique, l'expérience du sens et l'expérience émotionnelle. C'est différent du découpage présenté précédemment et qui séparait ce qui dépendait de l'utilisateur, du système et du contexte. Dans cette définition, c'est l'interaction qui est centrale. Allez, une petite dernière. L'UX, c'est la qualité de l'expérience vécue par une personne lors de l'interaction avec un produit ou service particulier. Cela peut aller d'un objet précis, tel qu'un jouet ou un site web, jusqu'à des expériences intégrées plus importantes, comme un musée ou un aéroport. Cette définition élargit le domaine d'application de l'UX, qui peut s'appliquer à l'interaction avec un objet, mais également à un ensemble d'interactions dans un environnement entier, le musée ou l'aéroport. Bon, lire des définitions c'est bien beau, mais qu'en retiennent les praticiens? En 2013, Karine Lallemand, docteure en psychologie et chercheuse en psychologie et UX design à l'Université du Luxembourg, a réalisé avec ses collaborateurs une enquête sur le point de vue des professionnels sur l'expérience utilisateur, un concept qui semble souffrir d'un manque de consensus scientifique clair. Voilà ce qu'elle dit. Les résultats de notre enquête nous permettent de valider les aspects de l'UX qui font consensus auprès des professionnels. L'UX serait propre à un individu, influencé par les expériences antérieures et les attentes de ce dernier. Elle serait également enracinée dans un contexte social et culturel. Ce que je note ici, c'est que la plupart des praticiens s'accordent à dire que l'UX dépend des choses qu'on ne contrôle pas, des expériences antérieures, des attentes, du contexte. Ce sont plutôt des informations dont il faut tenir compte lorsque l'on conçoit un produit ou un service. Le véritable pouvoir d'agir des praticiens se retrouve dans l'influence qu'ils ont sur les caractéristiques du système et la capacité d'en anticiper et d'en mesurer les effets sur la population cible. Tout ceci étant rendu possible par la compétence des praticiens à trouver des informations permettant de comprendre les utilisateurs, expérience antérieure, attente, et le contexte d'utilisation, social et culturel. Karine Lallemand ajoute « On note toutefois un certain clivage entre milieu académique et monde de l'entreprise d'une part, ainsi qu'entre pays anglo-saxons et francophones. Ces différences peuvent s'expliquer par des différences de niveau de maturité de l'UX et de son usage. Cela rejoint le pressentiment que j'avais quant aux origines probables de l'ambiguïté vis-à-vis du pays et de la langue, mais met en évidence également des différences entre les chercheurs et les praticiens. Karine Lallemand précise aussi que le concept d'UX ouvre donc des perspectives nouvelles pour le domaine des interfaces homme-machine, non sans toutefois soulever de nombreuses questions, tant d'ordre théorique que méthodologique. Plusieurs initiatives ont été lancées pour structurer et soutenir son développement au niveau académique, ce qui est une bonne chose. Passons à présent aux objectifs. Si l'on se base sur les définitions qu'on vient de citer, l'ergonomie et l'UX appliqués aux produits et services ont grosso modo les mêmes objectifs. Donner à l'utilisateur une expérience positive à travers l'utilisabilité, le plaisir d'utilisation, les performances, la sécurité, etc. Certains de ces objectifs sont plus ou moins mis en avant en fonction du praticien et des objectifs de l'équipe de conception. La tendance est de penser que l'UX designer mettra beaucoup en avant l'utilisabilité et le côté émotionnel, le plaisir tiré de l'interaction avec le produit, alors que l'ergonome sera plus focalisé sur l'utilisabilité, bien sûr, la performance, le confort, le bien-être et la sécurité. Mais ce sont bien les objectifs de l'équipe de conception qui commandent l'action de l'UX designer et de l'ergonome. Par exemple, un ergonome travaillant sur un jeu vidéo aura pour objectif de maximiser le fun, le plaisir de jouer ressenti par une population, ce qui l'amènera à mesurer les émotions suscitées par l'activité de jeu. Ici, un jeu performant est un jeu intéressant et fun à jouer. Pour cela, il est primordial pour l'ergonome de comprendre les intentions de design des développeurs et de faire en sorte que le joueur ne résout que les problèmes que le game designer a intentionnellement placés dans le jeu pour lui. Cela ressemble à ce que dit Raph Koster sur l'UX, guider le joueur vers les bons problèmes. Si on appliquait les règles de l'ergonomie logicielle à un jeu vidéo,
Cela supprimerait toutes les difficultés qui ont été placées intentionnellement par les concepteurs pour rendre le jeu intéressant pour le joueur. Vous comprenez maintenant qu'on ne peut pas réduire la pratique de l'ergonomie à la simple notion d'utilisabilité. Un autre objectif commun entre les deux disciplines, c'est la prise en compte de l'utilisateur final dans le processus de conception des produits et des services. L'UX s'attache à proposer une stratégie à l'entreprise, afin de faire collaborer tous les acteurs de la conception dans un même but, l'expérience positive de l'utilisateur avec l'entreprise, ses produits et ses services. Il est important pour l'UX designer et pour l'ergonome de réunir autour d'eux tous les acteurs de la conception, du producteur au technicien en passant par le marketeur. C'est uniquement avec l'alliance de tous ces acteurs que l'expérience de l'utilisateur final sera améliorée. Éric Jamet, professeur en ergonomie cognitive à l'université de Rennes 2, parle lui aussi d'équipe de conception pluridisciplinaire. L'expérience utilisateur, c'est un concept qui est plurifactoriel. Clairement, ce que disent les recherches en ce moment, c'est que l'expérience utilisateur, elle dépend à la fois du système, donc ça implique des compétences qui sont des compétences techniques jusqu'à la conception de l'interface. Ça dépend également de l'utilisateur, donc ça nécessite des compétences sur le comportement humain, sur les réactions des individus, sur les émotions par exemple, qui vont être plutôt du côté cette fois de l'ergonomie et de la psychologie, et des compétences sur l'environnement dans lequel va être utilisé ce produit, des compétences qu'on va trouver par exemple dans les sciences humaines et sociales, dans le marketing. J'ai souvent lu les termes maturité UX d'une entreprise, qui témoignent de cet objectif des UX designers de faire évoluer la façon de concevoir. Mais c'est aussi le cas chez les ergonomes, dont les interventions ont pour objectif sous-jacent de faire évoluer l'équipe d'une conception dite technocentrée, répondant à la question « à quoi cette technologie peut servir ?», à une conception anthropocentrée, répondant à la question « quelle technologie peut répondre à mon besoin ou solutionner mon problème ?» Ce qu'on appelle la démarche ergonomique, c'est l'application de cette conception anthropocentrée. Et malgré les différences subtiles, je trouve que ce procédé est très proche de la stratégie UX. La démarche ergonomique, c'est à la fois la méthode scientifique de l'ergonome pour analyser l'activité, ce que les UX designers ont plus tendance à appeler l'étude des usages, et la méthode proposée à l'entreprise pour concevoir des produits de manière anthropocentrée. Karine Lallemand fait une comparaison intéressante. En ergonomie des IHM, on construit une interface dans le but de faire, alors qu'en UX, c'est avec le but d'être. En ergonomie, l'interface est là pour faire quelque chose avec, et pas simplement pour être utilisée. C'est quelque chose que je répète beaucoup dans ma pratique de l'ergonomie des logiciels, afin de recentrer les acteurs de la conception sur les besoins de l'utilisateur. En UX, l'utilisation même de l'interface devient un but, un moyen de combler un besoin, celui du plaisir que l'utilisateur a utilisé le produit en lui-même, sans tenir compte d'un objectif, sans qu'il y ait besoin d'utilité. J'aime bien penser à l'expression « c'est inutile donc indispensable ». Cependant, malgré les habitudes des praticiens de l'ergonomie, je ne pense pas que l'ergonomie soit fermée à cette notion de but d'être. La démarche ergonomique est flexible, et elle n'a de cesse de s'adapter au contexte, aux besoins et aux intentions des concepteurs et des utilisateurs. Peter Morville, qui est décrit comme un pionnier de l'architecture de l'information et de l'expérience utilisateur, explique que la valeur perçue par l'utilisateur dépend de certains attributs. C'est en s'appuyant sur ceux-ci que nous allons comparer quelques notions de l'UX et de l'ergonomie. D'après lui, pour obtenir une expérience utilisateur de valeur, c'est-à-dire renforcer la qualité perçue par l'utilisateur, le système doit être utile, c'est-à-dire original, et répondre à un besoin, utilisable, c'est-à-dire facile à utiliser, désirable ou attractif, il doit séduire, il doit évoquer l'émotion, l'appréciation, il doit donner envie d'être utilisé, il doit être repérable, navigable, il doit être facile à détecter, à trouver sur le marché, et l'utilisateur doit pouvoir trouver rapidement ce qu'il cherche pendant l'utilisation. Il doit être accessible aux personnes en situation de handicap, une notion que l'on retrouve dans l'expression très utilisée en ergonomie, être accessible au plus grand nombre, qui englobe également les différences interindividuelles, sans forcément parler de handicap. Et enfin, il doit être crédible, c'est-à-dire inspirer la confiance. Certains prétendent que l'ergonomie est cantonnée à l'utilité, l'utilisabilité et l'accessibilité, alors que l'UX recouvre l'ensemble de ces attributs. Sceptique face à cette affirmation, j'ai tenté de vérifier les liens entre ces notions et celles de l'ergonomie du produit, que proposent Pierre-Henri Dejean et Michel Naël. Commençons par l'utilité. C'est quand la fonction d'un produit répond aux besoins utilitaires du client, qui dispose d'une marge de manœuvre pour sélectionner le produit qui répond au mieux à ses besoins. Ensuite, il y a l'efficacité, qu'on pourrait associer aux critères d'utilité et de navigabilité. C'est l'adaptation de la fonction du produit au but que poursuit l'utilisateur, une notion liée à la performance. La recherche d'efficacité peut d'ailleurs conduire l'utilisateur à faire fi des conditions d'emploi conseillées et lui faire prendre des risques. La prise en main, qui peut être associée aux critères d'utilisabilité et de navigabilité. C'est un critère classique de l'ergonomie générale qui est très critique
en ergonomie de produit et qui concerne la toute première utilisation, donc la procédure d'installation ou de montage lorsqu'elle est imposée, 1 ou 2 échecs suffisent souvent à dissuader les clients potentiels de renouveler leur tentative d'utiliser un produit nouveau ou une nouvelle fonction. La tolérance aux erreurs, qui peut être associée à la notion d'utilisabilité. On parle de tolérance aux erreurs pendant les phases d'appropriation du produit au-delà de la première prise en main, ou les phases de réappropriation après une période de non-utilisation, ou bien les utilisations imprévues, les modifications de l'environnement, qui sont sources d'erreurs de manipulation. La prise en compte des erreurs les plus importantes est cruciale, surtout si elles touchent à la sécurité. Le plaisir, qui peut être associé aux critères de désirabilité, qui permet de relativiser et de circonstancier le poids des autres critères d'efficacité et de confort. Selon Jordan, le plaisir recouvre plusieurs dimensions, physiologiques, sociologiques, psychologiques et idéologiques. Le plaisir, ce n'est pas forcément la facilité. Surmonter une difficulté peut être source de plaisir, comme dans l'apprentissage, le sport ou les jeux. Et là, c'est intéressant de lire que le plaisir fait partie intégrante de la notion d'user experience. Brannagan résume ainsi les attributs d'une expérience positive pour l'utilisateur. C'est un vécu globalement satisfaisant, à la fois sur le plan de la pensée, des sensations et des émotions, qui reste en mémoire et peut être raconté avec plaisir. À ma connaissance, cette notion semble être apparue en ergonomie suite à l'émergence de l'UX. Ma référence date de 2004, donc on peut dire que depuis le temps, c'est intégré. Preuve que l'ergonomie est flexible. L'acceptabilité, qui peut être liée aux critères de crédibilité, de repérabilité. Quelles que soient les qualités ergonomiques d'un produit, celui-ci doit s'inscrire dans une logique de marché. L'acceptabilité étant la somme de l'utilité, de l'utilisabilité et de l'acceptabilité du prix, auquel on soustrait les produits concurrents. Prenons pour exemple le téléphone mobile, où le besoin de joignabilité, l'utilité, est très fort, ce qui fait que les utilisateurs acceptent une qualité vocale moins bonne, utilisabilité, qu'en téléphonie fixe, et à un prix plus élevé. L'utilisateur va toujours considérer le produit par rapport aux produits concurrents ou à d'autres moyens d'atteindre ses buts. La sécurité, qui peut être liée aux critères de crédibilité, qui concerne l'utilisateur, mais également les acteurs passifs ou actifs de l'utilisation du produit, le fabricant, le distributeur, le réparateur, les acteurs situés dans l'environnement d'usage du produit, le destructeur ou le recycleur. À court terme, on parle de prévention des risques d'accident. À long terme, de prévention des risques de maladie par rapport à la durée d'exposition au risque. Et enfin, le confort, qu'on peut aussi appeler bien-être, qui, selon moi, rassemble aussi les critères de désirabilité, de crédibilité, d'accessibilité, d'utilisabilité. Dejean et Naël disent que le confort est difficile à définir dans l'absolu, et qu'il se mesure plus par référence au niveau d'inconfort, de mal-être. Une situation efficace n'est pas nécessairement confortable. Parfois, en fonction de l'objectif final, le confort recherché ne sera pas le même. Ils donnent un exemple dans le domaine automobile, dans lequel un confort dur pour lequel les manifestations du véhicule dues à l'état de la route sont transmises juste atténuées afin d'assurer le maintien de la vigilance qui permet de faire corps avec la route, pour un style de conduite sportive. A contrario, la conduite plus routinière va plutôt privilégier un confort mou. Toutes les réactions sont gommées. Ensuite, ils évoquent le confort apparent en opposition avec le confort réel. Le premier contact avec le produit peut donner une impression trompeuse de confort et de plaisir, alors qu'il peut y avoir des effets néfastes, à plus ou moins long terme. Par exemple, un fauteuil enveloppant donne une impression de confort satisfaisante, alors que cette conception de siège est responsable de l'état de fatigue ressenti lors d'un usage prolongé. Les sollicitations articulaires, le blocage des changements de position et les entraves à la circulation sanguine auront eu raison du confort, sans que l'utilisateur ne mette en doute un siège apparemment si confortable. Que l'on parle d'UX ou d'ergonomie, ce n'est pas toujours simple de satisfaire l'ensemble de ces critères. Dejean et Naël nous disent que la simplicité d'usage ne peut pas se concevoir aux dépens de la sécurité, l'impression de confort au risque pour la santé à long terme, le plaisir au moyen de la facilité, la satisfaction d'une population au détriment d'une autre. Pour finir, ils ajoutent « L'ergonomie se doit de participer au développement durable qui ne retient que des solutions qui ne pénalisent personne, au présent et au futur. » Selon la définition de l'IEA, l'ergonomie générale a tendance à se subdiviser par compétences dans des attributs humains spécifiques ou dans des caractéristiques de l'interaction humaine. L'ergonomie physique, qui s'intéresse aux caractéristiques anatomiques, anthropométriques, physiologiques et biomécaniques de l'homme dans leur relation avec l'activité physique. L'ergonomie cognitive, qui s'intéresse aux processus mentaux tels que la perception, la mémoire, le raisonnement et les réponses motrices, dans leurs effets sur les interactions entre les personnes et d'autres composantes d'un système. Et enfin l'ergonomie organisationnelle, qui s'intéresse à l'optimisation des systèmes socio-techniques, cela incluant leur structure organisationnelle, règles et processus. Pour construire l'UX, l'expérience utilisateur, on observe la formation de différentes sous-disciplines.
En voici quelques-unes. Le project management se focalise sur la planification et l'organisation d'un projet et de ses ressources. Cela inclut d'identifier et de contrôler le cycle de vie à utiliser, en appliquant un processus de conception centré sur l'utilisateur, en formant une équipe projet et en guidant efficacement cette équipe à travers toutes les phases de la conception. La user research se focalise sur la compréhension des comportements, des besoins et des motivations des utilisateurs grâce à des techniques d'observation, d'analyse de la tâche et d'autres méthodologies de retour utilisateur. L'architecture de l'information se focalise sur comment l'information est organisée, structurée et présentée à l'utilisateur. La User Interface Design s'assure que les éléments de l'interface sont accessibles facilement, qu'ils sont faciles à comprendre et faciles à utiliser, afin de permettre aux utilisateurs d'atteindre leurs objectifs efficacement. L'Interaction Design se focalise sur l'anticipation de ce que les utilisateurs vont avoir besoin de faire, et de comment ils pourraient interagir avec un système qui n'existe pas encore. Le Visual Design assure le côté esthétiquement plaisant de l'interface qui doit s'aligner avec les objectifs de la marque. La Content Strategy se réfère à la planification, au développement et au management de contenu écrit ou dans d'autres médias. Et enfin, l'accessibilité qui se focalise sur comment une personne en situation de handicap accède et bénéficie du système. Ce qui est intéressant, c'est qu'en UX comme en ergonomie, ces catégories sont discutables et elles ne sont pas étanches. En effet, beaucoup de praticiens peuvent considérer que leur pratique personnelle s'inscrit dans plusieurs de ces domaines, sinon tous, mais il est cependant vrai que la pratique réelle d'un praticien donné tend à s'exercer préférentiellement dans certains domaines de spécialisation et dans certains domaines d'application. Ces domaines d'application qui influencent également la pratique, comme c'est le cas en ergonomie des jeux vidéo et en Games User Research par exemple. Les préférences des praticiens sont aussi souvent liées à la formation initiale qu'ils ont reçue dans une autre discipline, et qui leur a permis, à terme, de faire de l'ergonomie et de l'UX. On est souvent biologiste, psychologue, informaticien, préventeur, designer, ingénieur, etc. Lorsqu'on se réfère à la définition de l'ergonomie proposée par l'IEA, on comprend que l'ergonomie peut être appliquée partout où il y a de l'activité humaine. En effet, le travail est une activité, et les loisirs en sont d'autres. Par exemple, je peux appliquer la démarche ergonomique pour améliorer les conditions de travail des manutentionnaires d'une entreprise d'agroalimentaire, ou bien pour améliorer l'expérience vécue dans un jeu vidéo. Si vous en doutez, je vous renvoie vers un travail d'Emeric Toa sur l'adaptation des critères ergonomiques dans les jeux vidéo, ou encore au Cogito Ergo Gaia numéro 2 où je présente les critères ergonomiques en les illustrant avec Conan Exiles. Vous pouvez également vous intéresser aux UX Pillars de Célia Audan, car il est intéressant de voir comment les deux disciplines analysent les mêmes activités. N'oubliez pas que les objectifs de l'ergonome s'accordent avec ceux des concepteurs qui font appel à lui, et en réponse à leurs problématiques. L'UX, dans la définition qu'en fait Don Norman, semble en revanche se concentrer uniquement sur la conception des produits et des services, ainsi que sur l'image véhiculée par l'entreprise. Mais en réalité, selon moi, l'UX a autant de légitimité que l'ergonomie à s'inscrire dans tous les domaines de l'activité humaine. Une expérience positive est également importante à rechercher au travail, par exemple. Il est vrai que l'efficience, l'utilisabilité et la sécurité sont souvent les données concentrant tous les efforts des équipes de conception, mais c'est essentiellement dû aux objectifs d'une entreprise. Faire de l'argent en optimisant la performance de ses employés. Lorsque la satisfaction est évaluée par l'ergonomie générale, elle représente souvent un facteur bonus qui pèse peu sur les décisions. Je pense que cela vient de la dureté de beaucoup de situations de travail. Si l'UX arrivait à prendre davantage de place dans ce secteur, la pratique évoluerait peut-être vers une recherche d'un véritable plaisir au travail plutôt que de se contenter de la satisfaction ou de l'absence de mal-être tels que les troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux, burn-out, épuisement professionnel, etc. Pour moi, les domaines d'application possibles pour les deux disciplines sont identiques. Si on fait fi des différences de vocabulaire, l'UX utilisant beaucoup de terminaisons anglophones comparées à l'ergonomie, les méthodes utilisées sont très similaires. Il s'agit d'une sorte de boîte à outils qui sont très mobiles d'une discipline à une autre. Des spécialistes de l'UX et de l'ergonomie admettent sans aucun problème que ces méthodes sont issues du design, du marketing ou de la recherche scientifique en psychologie, sociologie, ethnologie, éthologie et j'en passe. Et peu importe, car ce ne sont que des outils, souvent enrichis par les ergonomes et les UX designers, pour répondre aux questions que se posent les équipes de conception. C'est pourquoi les pratiques sont si similaires, et que lorsqu'un ergonome cherche à faire de l'UX, il n'a pas l'impression de découvrir des méthodes très différentes de celles avec lesquelles il est déjà familier. L'ergonomie et l'UX sont toutes deux pluridisciplinaires, et à raison. Appréhender de manière globale les interactions entre un humain et son environnement demande des compétences et des méthodes appartenant à plusieurs corps de métier et disciplines scientifiques. L'UX et l'ergonomie ont cette caractéristique des disciplines naissantes qui empruntent nécessairement à d'autres afin de constituer un corps de savoir-faire particulier. L'UX designer et l'ergonome accompagnent toutes les phases de la vie d'un produit.
Comparons ce qu'Éric Jamet dit de l'évaluation de l'UX avec le découpage proposé par Pierre-Henri Dejean et Michel Naël sur l'activité des ergonomes spécialisés produits. En première phase côté UX, nous avons l'anticipation. Il s'agit pour le praticien de mener des enquêtes et d'observer des comportements sur des produits similaires, ce qui lui permettra d'anticiper les besoins de l'utilisateur. En ergo, on parle de la phase de définition du produit ou service et de ses fonctions. Il s'agit de décrire des caractéristiques des utilisateurs, décrire des contextes d'utilisation réels du futur produit, en faisant des tests utilisateurs en laboratoire, à distance, dans le contexte habituel des utilisateurs, ou des analyses de remontée client. Il s'agit de définir des fonctions et des attributs apportant à l'utilisateur les moyens d'atteindre ses objectifs en respectant les critères ergonomiques. L'objectif de l'ergonome est de donner des indicateurs vérifiables et quantifiables des exigences qu'il formule. Les maquettes et les tests utilisateurs permettent de quantifier des objectifs de performance ergonomique pendant la réalisation des scénarios par un échantillon de personnes appartenant à la population ciblée. En deuxième phase, côté UX, nous avons la phase de prototypage et de maquettage. Il s'agit de réaliser des tests utilisateurs, une évaluation de l'expérience utilisateur grâce à certaines données, comme les parcours d'utilisateurs ou la mesure des émotions. Côté ergo, on parle d'une phase d'accès au service et d'optimisation de l'interface utilisateur. Cette optimisation consiste à décrire les modes opératoires, les caractéristiques de l'interface, éventuellement avec les impacts sur les fonctions techniques. L'ergonome formule des solutions précises, déjà existantes et validées, en présentant leurs performances, leurs avantages et leurs limites, ou des résultats à atteindre, ce qui laisse plus de liberté au concepteur pour trouver une solution originale. Parfois les deux, afin de laisser le concepteur libre de faire mieux. L'idée, c'est vraiment d'apporter une aide au concepteur, et non une contrainte. C'est aussi la phase où l'ergonome cherche à maintenir la cohérence au niveau des modes opératoires de différentes fonctions, de la terminologie et des pictogrammes d'un même produit. Il y a même une recherche qui est faite au-delà du produit en conception, pour savoir s'il existe déjà pour chaque fonction des acquis en termes de représentation et d'enchaînement de gestes. À ce sujet, je vous invite à aller lire les travaux de Pierre Rabardel sur les schèmes sociaux d'utilisation, ou Maline, qui vise à hybrider des modes opératoires existants pour faciliter l'appropriation des nouvelles fonctions. C'est aussi lors de cette phase d'optimisation qu'intervient la démarche itérative. Chaque boucle d'itération étant composée d'une phase de conception, de maquettage, de test utilisateur, de reconception, et ainsi de suite. Ensuite, toujours en ergo, il y a la phase de dimensionnement sensoriel du produit, où l'ergonomie emprunte à l'UX avec la théorie des affordances de Norman. Cette théorie dit que le produit communique de lui-même, c'est-à-dire induit par sa forme et ses caractéristiques sensorielles, sa finalité, ses fonctions et les moyens d'y accéder et éventuellement les dangers potentiels. Cela permet à l'utilisateur de reconnaître ou d'acquérir les voies de l'usage du produit en se basant sur la perception des principaux sens. La vue, l'ouïe ou le toucher par exemple. Enfin, en UX, il y a une phase après la conception, une fois que le produit est vendu. C'est à ce moment qu'on analyse les retours d'usage, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur différée. Une évolution de l'UX sur le long terme avec l'usage, induit par la contrainte ou l'apprentissage de l'utilisation. L'UX designer utilise les entretiens et les observations à nouveau. Côté ergo, on parle d'accompagnement du produit. L'ergonome étudie la communication sur le produit. Ça permet par exemple de veiller à l'écart entre la promesse publicitaire et la réalité vécue, qui accentue le sentiment de mauvaise qualité du produit ou du service. Il étudie également les supports d'information, souvent faits en dernier, les modes d'emploi, les aides en ligne, les tutoriaux, l'organisation et les modalités de l'assistance humaine. D'ailleurs, il est fréquent que la solution d'un problème d'ergonomie détecté pendant un test utilisateur soit reportée dans le mode d'emploi, ce qui a tendance à le surcharger plutôt que de reconcevoir la partie de l'interface incriminée. Le mode d'emploi, c'est aussi une manière de faire des prescriptions, par exemple sur la façon dont le concepteur a imaginé l'utilisation. L'ergonome et l'UX designer ne peuvent ni l'un ni l'autre se contenter d'une posture de censeur, sous peine d'être rapidement exclus du jeu de la conception. C'est donc l'implication dans la recherche de solutions qui est l'une des conditions d'efficacité de leurs interventions. Cela demande tout d'abord une certaine ouverture d'esprit. Il s'agit de coopérer avec des designers, des techniciens, des marketeurs, avec des méthodes et des langages différents. Le marketing parle de client-acheteur, l'ergonome prolonge cela en parlant du client-utilisateur. Il s'agit de pousser la connaissance du client jusqu'à l'utilisation réelle du produit. Pour éviter d'être exclu du jeu de la conception, il s'agit de bien choisir et d'adapter les méthodes de l'ergonomie et de l'UX design, mais aussi de communiquer sur ces méthodes, sur les résultats qu'elles produisent, les résultats s'adressant autant au marketing qu'à la technique, et les arguments doivent s'appuyer sur une logique économique de l'achat à l'usage autant que sur une logique ergonomique. En conclusion, l'UX et l'ergonomie ne sont pas des choses à opposer. Elles s'interpénètrent et sont beaucoup plus larges que ce à quoi certaines personnes voudraient les restreindre. Elles peuvent également toucher beaucoup d'autres professions appliquées dans la conception. Elles participent à construire une expérience satisfaisante pour les futurs utilisateurs qui sont placés au centre de la conception des produits. Les deux disciplines ont beaucoup de points communs et s'influencent l'une l'autre, notamment parce que beaucoup de praticiens affichent l'un ou l'autre titre
et alimente fréquemment le transfert de méthodologies et de connaissances. Par exemple, moi qui suis formé à l'ergonomie, je pratique la Games User Research, qui est une discipline de l'UX qui permet d'optimiser la qualité de l'expérience utilisateur dans les jeux. Mais avant cela, j'ai été formé à l'éthologie, une science qui étudie le comportement animal et humain, et qui possède ses propres méthodes d'observation et d'analyse des comportements. Dans cette discipline, je me suis spécialisé dans les sciences cognitives, etc. Vous comprenez maintenant à quel point les disciplines peuvent être reliées et comment les méthodologies font leur chemin à travers les connaissances et les savoir-faire des praticiens. Mon cas est certes particulier, mais traduit bien le fait que les ergonomes et les UX designers sont issus de métiers et de disciplines très diverses. Chacun a son histoire. La mienne passe par la biologie et l'éthologie, mais d'autres par l'informatique, le design, l'ingénierie, la psychologie, la médecine, les neurosciences, ou même le graphisme. À mon sens, c'est pour cette raison que la question des différences et des points communs entre UX et ergonomie s'est posée initialement. Certains revendiquent toujours n'être que UX designer ou que ergonome. Mais c'est peut-être parce qu'on leur a refusé une légitimité face à leur parcours. En effet, il existe des cursus de master en UX design d'un côté et en ergonomie de l'autre, et il est facile d'exiger que les praticiens soient diplômés en ergonomie par exemple, pour qu'ils puissent être considérés comme ergonomes, ayant appris la fameuse démarche ergonomique. Je pense sincèrement que les deux disciplines ont davantage besoin de ponts que de murs, et que c'est déjà une réalité. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez aller plus en profondeur grâce à la bibliographie que je vous laisse en description. Parce que vraiment, même en plusieurs dizaines de minutes, je n'ai fait qu'effleurer ce sujet qui est traité bien plus précisément par des chercheurs qui y consacrent tout le temps nécessaire, dont je ne dispose pas malheureusement. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre réseau et à mettre un pouce bleu afin d'augmenter la visibilité de l'UX et de l'ergonomie dans la communauté francophone. Si la thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur votre réseau social préféré. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur l'UX et l'ergonomie des jeux vidéo. À bientôt. Tell us where you're from, what you want to become, and we'll say if you're all